Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance d'enseignement à distance numéro 3 de biochimie et notamment d'enzymologie. Et nous sommes sur un cours d'enzymologie concernant les effecteurs. Alors qu'est-ce qu'un effecteur en enzymologie? Eh bien c'est une substance chimique, donc une molécule qui va modifier l'activité enzymatique. Alors tout à l'heure, on a parlé des conditions physico-chimiques, c'est-à-dire pH et température. Là, on va parler d'autres molécules. Ces molécules seront soit par exemple des activateurs, qui vont donc augmenter l'activité enzymatique, soit des inhibiteurs qui vont diminuer cette activité enzymatique. Donc voilà pour ce qui est de la définition des effecteurs enzymatiques. Alors dans un premier temps, nous allons parler des inhibiteurs. Que permettent ces inhibiteurs? Ils vont permettre par exemple de réguler les voies métaboliques. Les voies métaboliques, ce sont les transformations des molécules. Par exemple, quand vous mangez du Nutella, vous mangez en fait des lipides gras, des molécules grasses, pardon, donc qui vont être dégradées. Donc il y a des voies de dégradation de ces molécules. Quand vous mangez du Nutella, il y a aussi du sucre qui va aussi être dégradé. Tout ça va apporter de l'énergie. Et ce sont des transformations qu'on appelle des voies, où il y a de multiples enzymes qui travaillent les unes après les autres. Chaque produit devient le substrat de l'autre enzyme, etc. Et les effecteurs, on est en train de parler des effecteurs, vont agir sur ces voies métaboliques. Ça permet aussi, ces effecteurs, de mieux comprendre comment fonctionne une enzyme. Parce que, justement, les effecteurs vont influencer l'activité des enzymes, donc on va pouvoir soit la ralentir, soit au contraire augmenter sa vitesse. Donc on peut mieux comprendre sa structure et son fonctionnement. Et puis, assurément, les inhibiteurs, comme les activateurs, peuvent jouer aussi des rôles de médicaments. On les retrouve aussi dans les pesticides, voire pourquoi pas dans les insecticides. Donc il y a des applications industrielles qui sont importantes. L'affinité d'un inhibiteur pour une enzyme va être donnée par une constante d'inhibition qu'on va appeler Ki. L'affinité de cet inhibiteur est d'autant plus grand que le Ki est petit. Alors j'espère que vous comprenez bien cette phrase et qu'elle vous rappelle une notion, qu'elle vous rappelle la notion de Km. Vous vous rappelez le Km, je vous dis, plus le Km est petit, plus l'enzyme a d'affinité pour son substrat. Eh bien là, regardez ce qui est écrit. Plus le Ki est petit, plus l'enzyme aura d'affinité pour l'inhibiteur. D'accord? Mieux l'inhibiteur va pouvoir se fixer. Donc, en fait, comprenez le Ki, c'est comme un Km, mais au lieu que ce soit de l'enzyme vers le substrat, ça c'est le cas du Km, et bien là, ce sera de l'enzyme vers l'inhibiteur. Bon. On va reparler du Ki tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter les différents types d'inhibition. Il y en a un certain nombre et il faut non seulement les connaître, mais savoir aussi les reconnaître à partir de données expérimentales. Et ça va être ça un travail très important que vous devrez faire dans certains exercices. Donc, différents types d'inhibition. On va commencer par ce qu'on appelle l'inhibition compétitive. Et puis, il y en aura plein d'autres. Il y aura l'inhibition non compétitive, incompétitive, etc. Mais on n'en est pas encore là, donc pour l'instant, on commence par l'inhibition compétitive. Alors, quand on regarde justement une courbe de Michaelis-Menten en présence ou non d'un inhibiteur compétitif, voilà ce que l'on observe. Alors, la courbe en bleu ici, c'est quand il n'y a pas du tout. Courbe en bleu, c'est quand la concentration en inhibiteur, donc I entre crochets, la concentration de l'inhibiteur est à 0 millimolaire, donc courbe en bleu, pas d'inhibiteur. Quand vous rajoutez l'inhibiteur, donc 2 millimolaires, 4 millimolaires, 8 millimolaires, eh bien vous avez, ce qu'on observe, c'est que la courbe ici de Michaelis-Menten va descendre. Ce qui veut dire que l'activité, puisque ici on est en vitesse, en micro 4, eh bien cette activité va diminuer. On est bien donc en présence d'un inhibiteur qui diminue l'activité enzymatique. D'accord ? Et puisque vous avez cette courbe ici qui diminue, pour autant, ce qui va se passer, c'est que le Vmax sur 2 ici va être le même, et donc par conséquent, on va avoir des Km qui vont être différents. Alors,
on a vu préalablement dans une séance d'exercice qu'il ne fallait pas trop travailler sur les courbes de Lineweaver-Burk parce qu'elles n'apportaient pas suffisamment d'informations. Donc on va voir ce qui se passe justement, les courbes de Michaelis-Menten, pardon, parce qu'elles n'apportent pas suffisamment d'informations. On va voir justement ce qui se passe au niveau d'une courbe de Lineweaver-Burk. Alors, on est en inhibition compétitive. On fait du Lineweaver-Burk. Et là, on retrouve la courbe bleue qui est 0 inhibiteur, et puis 2 millimolaires d'inhibiteur, 4 millimolaires d'inhibiteur, 8 millimolaires d'inhibiteur. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, comme on est en double inverse, 1 sur VI en fonction de 1 sur S, eh bien les courbes sont inversées, puisque en Michaelis-Menten, en présence de l'inhibiteur, les courbes descendent, eh bien en Lineweaver-Burk, vous êtes en double inverse, les courbes montent. Donc ça, c'est un premier point. Quand vous voyez que avec différentes concentrations d'effecteurs, vous avez vos courbes Lineweaver-Burk qui montent, ça veut dire que vous êtes en présence d'un inhibiteur. Oui, mais quel inhibiteur? Eh bien, cette représentation est typique d'une inhibition par un inhibiteur compétitif. Comment on le voit? Eh bien, regardez ici, c'est assez particulier. Toutes les courbes, effectivement, montent et puis se croisent en un même point sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est 1 sur la vitesse. Et je vous rappelle que quand ça coupe le point de l'axe des ordonnées, on obtient la valeur 1 sur Vmax. Eh bien, il se trouve qu'en présence d'un inhibiteur compétitif, le Vmax ne change pas. Autrement dit, une enzyme, en présence d'un inhibiteur compétitif, quelle que soit la concentration de cet inhibiteur compétitif, eh bien, ça ne va pas bouger son Vmax. Elle aura toujours le Vmax. D'où, effectivement, en Michaelis-Menten, on aura toujours le même Vmax, donc on aura un Vmax sur 2 qui sera identique. Mais, ce que vous comprenez de ce Lineweaver-Burk, c'est que au-delà, nous avons les moins 1 sur Km, et vous repérez qu'en absence d'inhibiteur, le moins 1 sur Km est ici, à 2 millimolaires, il est là, etc. 4 millimolaires, 8 millimolaires. Donc plus vous rajoutez d'inhibiteurs, eh bien, en réalité, votre moins 1 sur Km, lui, va devenir de plus en plus grand. Donc le 1 sur Km va devenir de plus en plus petit, d'où le Km, lui, va devenir de plus en plus grand. Le Km qui devient de plus en plus grand, ça veut dire que l'enzyme, apparemment, a moins d'affinité pour son substrat. Donc c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'en présence de l'inhibiteur, eh bien, on a l'impression que l'enzyme a moins d'affinité pour son substrat. Comment c'est possible? Donc c'est ce qu'on va voir. Donc je vous le disais, le 1 sur Vmax est identique, d'où le Vmax est constant. Première règle d'inhibition compétitive. Ensuite, le moins 1 sur Km apparent. Alors, pourquoi je vous parle d'un Km apparent? Je vous rappelle que le Km, ça représente l'affinité, l'inverse de l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Mais comprenez bien que quand vous rajoutez un inhibiteur, vous ne modifiez pas l'enzyme. Vous allez la freiner ou la modifier son comportement, mais en fait, l'enzyme, c'est toujours la même enzyme, c'est toujours la même protéine. Donc en fait, on a l'impression qu'elle a moins d'affinité, mais ce n'est qu'une impression. C'est vrai que dans le visuel, elle a moins d'affinité. D'accord? C'est pour ça qu'on parlera de apparent. Donc le moins 1 sur Km apparent est de plus en plus grand quand I augmente. Donc plus vous augmentez I, plus le moins 1 sur Km devient grand. Ce qui veut dire que le Km apparent, lui, est aussi de plus en plus grand. Je vous rappelle, bon, là il manque une ligne, hein, mais je pourrais vous dire le moins 1 sur Km est de plus en plus grand quand I augmente, ce qui veut dire que le 1 sur Km est de plus en plus petit quand I augmente. J'ai juste enlevé le moins, et donc j'ai dit qu'il est de plus en plus petit. Et le Km étant l'inverse, donc le Km est de plus en plus grand quand I augmente. Bien évidemment, quand le Km est de plus en plus grand quand I augmente, ça veut dire que l'affinité apparente de l'enzyme pour son substrat est, et je vous l'ai dit, si le Km est de plus en plus grand, ça veut dire que l'affinité de l'enzyme pour son substrat apparaît être de plus en plus petite. Donc c'est ça qui est particulier avec l'inhibiteur compétitif, c'est que l'affinité diminue, l'affinité apparente. D'accord? Alors comment c'est possible? Bien voilà ce qui se passe. Ici on vous a représenté le substrat. Le substrat est constitué par exemple de deux éléments, un élément triangulaire, un élément rond. Et puis vous avez un inhibiteur compétitif, et cet inhibiteur, vous allez me dire c'est le même. Bah non, pas tout à fait, regardez, c'est pas un rond, là ici c'est un ovale, et cet ovale rentre
dans le site actif de l'enzyme qui lui attend un rond. Donc en fait, l'enzyme reconnaît l'inhibiteur compétitif. C'est pas pour rien qu'on l'appelle compétitif, c'est-à-dire qu'il va venir au même endroit que le substrat. On parlera alors d'un analogue structurel. Analogue, c'est qu'il est quasiment similaire. Structurel et similaire en structure. Autrement dit, il lui ressemble, mais il n'est pas équivalent, ce n'est pas la même molécule. Et puisqu'il lui ressemble, eh bien, il va venir, mais il va ralentir l'enzyme. D'accord? Bon, et alors, où est-ce qu'il se fixe? Il se fixe sur le site actif. Regardez bien ici le schéma catalytique. Vous avez l'enzyme libre plus le substrat donne le complexe enzyme-substrat qui donne enzyme libre plus produit. Et où se fixe l'inhibiteur? Eh bien, l'inhibiteur, lui, se fixe sur l'enzyme libre. Et donc, de temps à autre, l'inhibiteur se fixe, c'est un analogue structurel, l'enzyme ne peut rien en faire, elle le libère, et puis il se refixe, et elle le libère. Des fois, elle attrape le substrat. Donc, on a l'impression de quoi? Eh bien, comme des fois, elle attrape l'inhibiteur, le d'autres attraper le substrat, eh bien, on a l'impression, visuellement, que l'enzyme a moins d'affinité pour son substrat. Donc, voilà l'explication de ce changement de Km. Et on en vient à parler du KI. Tout à l'heure, je vous parlais du KI. Alors, à quoi est égal KI? La constante d'inhibition. Eh bien, cette constante d'inhibition, ici, elle est égale au rapport du K petit i, c'est-à-dire constante d'association enzyme plus inhibiteur, KI, le tout divisé par le K moins i, c'est-à-dire la constante de dissociation du complexe enzyme-inhibiteur libérant enzyme plus substrat. Donc, KI, c'est ce rapport-là. C'est égal à, exactement comme on avait vu pour le Km, c'est égal à, c'est une constante de dissociation, donc concentration de l'enzyme libre fois concentration de l'inhibiteur divisé par la concentration du complexe enzyme-inhibiteur. Voilà à quoi est égal ce KI. Et ce KI, il est très important, parce qu'il nous permet de calculer, d'évaluer le nouveau Km. Enfin, on verra que dans les exercices, ce sera plutôt dans le sens inverse. C'est-à-dire que le nouveau Km que vous allez pouvoir visualiser, donc vous allez pouvoir visualiser ici un nouveau Km, donc imaginons que vous soyez à une concentration de 4 millimolaires, vous en déduisez un nouveau Km qu'on appellera Km apparent, et qu'on écrira donc Km', eh bien il se trouve que le Km' est égal au Km initial, c'est-à-dire sans inhibiteur, multiplié par 1 plus i sur Ki. Et ce 1 plus i sur Ki, on le retrouvera dans tous les exercices, donc il faut bien le connaître. 1 plus i sur Ki, i étant la concentration, donc imaginons 4 millimolaires, divisé par la constante Ki. D'accord? Donc ça vous permettra quoi, cette équation qu'il faut connaître par cœur? Ça vous permettra, à partir d'Alan Weverberg, quand vous aurez la concentration, eh bien vous utiliserez cette équation et on vous demandera la question dans l'exercice, ce sera déterminer Ki. Connaissant Km initial, connaissant Km', connaissant la concentration en inhibiteur, à quoi est égale la constante d'inhibition, Ki. Voilà un exercice qui vous sera demandé. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que ici, le Km, on a vu qu'il augmentait, le Km apparent. Pourquoi? Parce qu'on multiplie le Km par un entier. Et donc, puisqu'on le multiplie par un entier supérieur à 1, il y a 1 plus quelque chose, ça veut dire que le Km' va augmenter par rapport au Km. On verra tout à l'heure dans une autre inhibition où en fait, la constante cinétique sera non pas multipliée par 1 plus i sur Ki, mais divisée. On en reparlera tout à l'heure. Alors, quelques applications importantes de ces inhibiteurs compétitifs. Vous allez avoir des médicaments, par exemple, un médicament très important, le méthotrexate. C'est un analogue structurel. Tout à l'heure, je vous parlais des analogues structurels, c'est-à-dire des molécules similaires. Méthotrexate, analogue structurel du tétrahydrofolate, c'est une molécule qu'on rencontre dans les voies métaboliques de biosynthèse des nucléotides, c'est-à-dire de l'ADN. Et c'est un inhibiteur, donc compétitif de quoi? D'une enzyme qui s'appelle la dihydrofolate réductase. Il se trouve que les cellules ont besoin de cette enzyme pour faire de l'ADN. Quel type de cellules en ont surtout besoin? Eh bien, ce sont les cellules qui se multiplient beaucoup. Et notamment, quelles sont les cellules qui se multiplient beaucoup? Eh bien, ce sont les cellules cancéreuses. Donc, pour lutter contre les cancers, on utilise des inhibiteurs de cette enzyme qui va produire de l'ADN. Alors, bien évidemment, ça a des effets secondaires, mais n'empêche qu'on va tuer les cellules qui ont besoin très rapidement d'ADN, comme les cellules cancéreuses.
avec le méthotrexate, qui est un analogue du tétrahydrofolate, qui est le substrat de la dihydrofolate réductase. Autre exemple, le zanamivir ou le Tamiflu, le G50S4, 104, le Tamiflu, ce sont eux aussi des inhibiteurs compétitifs d'une enzyme particulière dont on a déjà parlé dans un DS, qui est la neuraminidase. L'hémagglutinine et la neuraminidase, ce sont des protéines de surface du virus de la grippe. Alors, c'est très intéressant parce que ces inhibiteurs compétitifs vont empêcher le virus de la grippe de se multiplier en agissant sur cette neuraminidase. Cette neuraminidase est importante parce que quand le virus s'est reproduit dans une cellule et qu'il veut quitter la cellule pour se multiplier dans d'autres cellules, il a besoin d'utiliser son activité neuraminidase pour s'échapper de la cellule. Or là, on va inhiber la neuraminidase avec cette molécule. Autre exemple, très intéressant, qui risque d'en faire sourire pas mal, la molécule de Viagra, donc non générique, en fait c'est le sildenafil citrate. Là encore, c'est un analogue structural d'une molécule naturelle dans les cellules qui est le GMP cyclique, GMPC, qui est un nucléotide. Et cette molécule va agir normalement sur une enzyme, alors la phosphodiesterase, la PDE5, c'est une enzyme importante qui va agir justement au niveau de l'érection, mais pas que. Les phosphodiestérases n'agissent pas que au niveau de l'érection, mais elle agit aussi au niveau de la vue et elle agit aussi au niveau cardiaque. On a là des exemples d'isoenzymes, PDE5, PDE4, PDE6 dans la vision, PDE3 dans la contraction cardiaque. Bon, eh bien la PDE5, elle va agir justement au niveau d'un signal transmis par le monoxyde d'azote au niveau du corps caverneux du pénis. Et donc, cette PDE5, via le GMP cyclique, va permettre l'érection. Bon. Eh bien, il se trouve qu'on a trouvé un analogue structural du GMP cyclique, qui est le Viagra, qui va inhiber cette phosphodiesterase et donc permettre de prolonger, alors que la phosphodiesterase permettait d'annuler. Eh bien là, on va pouvoir prolonger justement cet effet. Alors bien évidemment, prolonger cet effet sur la phosphodiesterase en l'inhibant, cette molécule peut aussi avoir des effets secondaires sur la vision des couleurs et parfois même des problèmes cardiaques, donc des effets secondaires de ce médicament. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire donc, sur l'inhibition compétitive. Et je vous retrouve tout à l'heure donc, pour parler des autres types d'inhibition.